Il y a une première division qu'on peut introduire à propos du cinéma, c'est la division entre le cinéma qu'on peut dire de manière générale de fiction, et puis le cinéma qu'on appelle depuis toujours le cinéma documentaire, c'est-à-dire le premier traite d'une histoire inventée, d'un scénario, d'une théâtralité quelconque, de monde qui n'existe pas, etc., etc. Et le second procède avec des fragments de réel, avec des choses qui se passent et qui existent dans le réel indépendamment de la capture cinématographique. Et alors à l'intérieur de cette seconde orientation, l'orientation documentaire, je pense qu'il faut introduire une nouvelle division selon, en quelque sorte, la visée, l'orientation cinématographique en la matière. C'est-à-dire vous avez un cinéma qui peut être dit documentaire au sens strict, c'est-à-dire qui vise à transmettre, à faire connaître, y compris au fond dans sa surface, dans son être immédiat, certains fragments du réel. Ça peut être un reportage sur un pays, un sondage d'opinion comme ça, et la confirmation d'un certain nombre d'images concernant le réel. Donc c'est la production de documents. Et puis il y a ceux qui font cela, qui travaillent à partir de fragments des réels, mais c'est orienté. C'est-à-dire il s'agit que le cinéma fonctionne aussi comme une pensée de ce réel, propose une première pensée de ce réel. Et pour ça, il doit s'écarter de l'imagerie, il doit s'écarter des lieux communs, il doit réellement toucher un réel qui n'était pas immédiatement visible dans la situation concernée. Et je pense que ce qui caractérise le film que nous venons de voir, c'est d'être dans cette orientation. Il s'agit naturellement de nous faire connaître sur ce qu'est une usine des choses que nous ne connaissons pas, mais plus encore, plus profondément, des choses qui ne sont pas immédiatement visibles. Et pour ça, il faut une longue familiarité avec le lieu concerné. C'est-à-dire quelque chose qui utilise tout cela, mais pour lui donner sens et le transmettre, bien sûr, mais le transmettre dans une intensité que le cinéma lui-même constitue pour partie, et non pas simplement le réel dont il témoigne. Alors évidemment, ce film-là appartient à la deuxième catégorie, de façon très claire, et d'autant plus qu'il est à la fois, comme je le disais au début, cinéma de la production et cinéma de la création. Évidemment, il se situe justement dans une sorte de frottement des deux. Penser, reproduire et montrer les fragments et les témoignages de la création, et aussi, par ailleurs, entrer dans la production et les paroles ouvrières qui l'accompagnent, qui la constituent et qui en témoignent. Alors, je trouve de ce point de vue-là que c'est un film remarquable parce qu'il maîtrise cette complexité, finalement. C'est qui était ça, je dirais peut-être la difficulté que ça peut représenter, de maîtriser cette difficulté, de passer, d'entrelacer les mécanismes machiniques et ouvriers de la production d'un côté, de l'autre, le processus à l'intérieur de tout cela d'édification d'une construction artistique de caractère musical, et puis de l'un à l'autre, une série, une importance considérable de la parole. Il y a la parole ouvrière, qui est un des sujets majeurs, malgré tout, du film. Parole ouvrière qui, elle, n'est pas fait partie du réel, puisque ça a lieu, ce sont des entretiens qui ont lieu ou des paroles qui ont lieu, mais qui, d'un autre côté, ne seraient pas non plus transmises et présentes comme elle l'est s'il n'y avait pas le film. Et donc il y a trois partenaires, en fin de compte, dans cette affaire, et leur jeu est très complexe. Il y a la production et la parole ouvrière, la voix ouvrière, et il y a le jeu de la production artistique et musicale, et puis il y a le cinéma. Et alors ces trois termes, au fond, constituent l'arrière-plan général du film dans son unité. Et moi j'ai été frappé de voir que cette unité est très forte, c'est-à-dire que le film laisse une impression de cohérence comme ça, alors que ces matériaux sont, comme je viens de le dire, à
apparemment très, très différents les uns des autres. Et ce que je voudrais dire au-delà de mon admiration pour cette œuvre que je voyais pour la première fois, c'est peut-être vous poser la question de qu'a représenté pour vous le défi de cette complexité dans un genre qui peut apparaître au début le plus éloigné qu'il soit de la fiction, le plus réaliste, somme toute, la présence et la description d'une grande usine de pièces automobiles, avec des indications et toute une série d'images extrêmement précises sur les gestes, les machines, les choses qui sont faites, et les voies ouvrières, ça, mais aussi, au-delà de tout ça, une espèce de poésie particulière qui émerge du fait que cet ensemble-là, ces voies ouvrières, ces procès de production, ces machines, ces choses du réel visible et organisé, sont aussi tirées du côté d'une sorte de création générale, création qui est évidemment symbolisée par l'œuvre musicale en train, mais qui finalement se diffuse dans tout le reste aussi. C'est-à-dire, les voix ouvrières elles-mêmes paraissent créatrices, si je puis dire, ou révéler quelque chose qui antérieurement n'était pas forcément présent. Et alors, voilà, finalement, il me semble que votre film témoigne, évidemment, enfin témoigne au sens fort du terme, mais qu'il invente et crée aussi à l'intérieur de cette révélation documentaire. Et j'aimerais vous demander comment vous y êtes arrivé. D'abord, un grand merci pour ce regard. Avec Sébastien, nous, on est très, très attentifs à la définition que vous donnez du cinéma, quand vous avez écrit et répété que le cinéma était là pour rendre visible ce qui n'est pas visible, qu'il était là pour prendre en charge cette part invisible du monde, et c'est quelque chose, voilà, ce sont ces mots simples et forts qui nous animent dans notre travail. Comme je le disais tout à l'heure en présentation, nous, on voulait vraiment revenir à cette question du travail vivant, quoi. C'était ça notre... Cheminot nous avait quand même beaucoup atteint, nous avait beaucoup entamé sur le plan personnel, cette parole de souffrance, et il nous semblait que notre rôle, nous, d'artistes, n'était pas forcément d'être là pour en rajouter du désastre au désastre, qui était déjà suffisamment présent, et qu'il ne s'agissait pas forcément que nos films soient là pour se dire que tout était perdu et qu'en sortant de la projection, il n'y avait plus qu'une issue, c'était d'aller se coucher, quoi. Donc ce besoin presque vital de revenir au travail vivant était vraiment pour nous essentiel. Et donc c'est d'abord en partant du postulat sans doute un peu naïf que l'on trouverait des choses intéressantes dans le champ du travail artistique qu'on rencontre Frieze, et que lui nous emmène dans cette usine. Donc au départ, on ne connaît rien à la production industrielle, et c'est en franchissant la porte qu'on découvre ce monde qu'on ignorait totalement, qui nous a... Et dans lequel on s'est très rapidement rendu compte qu'il y avait certainement quelque chose, d'une part, à aller chercher dans cette dimension, parce que voilà, on a mis en exergue du journal qui accompagne le film une citation d'Italo Calvino dans Les Villas Visibles, où Italo Calvino parle de l'enfer et de ce que l'on peut faire au milieu de l'enfer. Et on avait vraiment l'impression là d'avoir mis un pied en enfer. Et donc on s'est tout de suite rendu compte, voilà, de cette dimension extrêmement standardisée du travail, extrêmement scénarisée presque, où on est dans une fiction absolue du travail. Tout est écrit, vous prendrez la pièce de cette main, et puis ensuite vous la mettrez à tel endroit, etc. Et on s'est dit, on arrive dans un lieu où nous, on veut s'intéresser à la question du travail vivant.
Mais finalement, cette dimension, elle ne cherche qu'à être effacée, finalement. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait étrangement, qu'il y avait des résonances avec le travail du compositeur. On s'est dit, mais tiens, le standard du travail de la production industrielle. Mais ça n'est finalement ni plus ni moins que la partition que le compositeur va écrire et que les interprètes vont ensuite être là pour mettre en musique ou mettre en voix. On s'est dit, tiens, ben là, il y a peut-être des choses à... Voilà. Et c'est petit à petit comme ça, en cheminant dans la découverte du travail de l'usine et du travail industriel, que l'on a cherché à établir ce dialogue et à effectivement se servir, entre guillemets, de la chronique de la création. Le film ne se voulait pas la chronique de la création, mais se dire on va articuler le fil du récit du film au récit et aller chercher à chaque fois des résonances, des dialogues, et cheminer aussi dans le travail de la production industrielle, en partant, vous l'avez vu, du travail d'Abdelaziz, cet ouvrier ajusteur qui est dans un travail de création, pour aller petit à petit vers le travail de la production la plus aliénante, jusqu'à Antoine, qui lui a compris le système et qui a cette puissance poétique, politique, d'être capable de renverser le système et de dire je sais comment il faut comment je peux le dominer, le maîtriser en gagnant du temps et en profitant de ce temps pour penser, réfléchir, m'évader et jusqu'à sortir physiquement de l'usine parce que j'en ai cette puissance-là. Donc voilà, le travail il s'est fait beaucoup à l'écriture, puisque on a, nous, cette particularité, en tout cas, ça fait partie de beaucoup écrire avant de tourner, et puis de passer du temps dans l'usine, parce que pour nous, l'essentiel de notre travail, ça avait été le cas avec les cheminots, et ça l'a été encore, c'est de faire un travail avec les gens, et tant que la relation n'est pas établie, on ne sort pas la caméra, tant que la confiance n'est pas engagée, surtout avec les ouvriers, on ne filme pas. Ce qui compte, c'est d'être dans une vraie relation où les gens savent ce que c'est que faire un film, que c'est pas la télé, à quoi le film va servir, qu'il n'y a pas d'argent de PSA dans le film, qu'on est clair sur... voilà. Tant avec les ouvriers d'ailleurs qu'avec la direction avec laquelle on a mis 3 ans à comprendre comment on avait bien pu réussir à y rester et à faire le film, parce qu'on se disait, comment se fait-il que... Enfin, notre grande crainte, c'était jusqu'à quand la chargée de com va nous dire qu'elle vient de visionner Cheminot. Parce que voilà, c'était pas possible. On se disait, c'est pas possible qu'ils vont pas aller contrôler, savoir qui on est. Bon, on est rentré un peu masqué derrière Nicolas Frise, ce qui a été un peu notre avantage. Mais voilà, donc moi pendant 3 ans, je me suis mordu la langue de demander à Sophie Mariel, cette chargée de communication, mais est-ce que tu as visionné Cheminot quand on est arrivé? Et en fait, le film il a été possible sur finalement sur cette question du film qui s'est jouée au niveau de cette chargée de communication. Et quand je lui ai posé la question lors de la projection du film, je lui ai dit, Sophie, j'ai une question qui me brûle la langue depuis 3 ans, il faut que je te la pose. Et elle nous a dit, non, j'ai pas appliqué le standard de mon travail. Normalement, sa fiche de poste aurait voulu qu'elle visionne le film, qu'elle fasse une note à sa hiérarchie et qu'elle émette un avis favorable ou défavorable sur notre présence dans l'usine. Et il nous a dit, ce travail-là, je ne l'ai pas fait. Je me suis accordé une marge de manœuvre et j'ai fait le travail à ma manière. Vous aviez l'air plutôt sérieux. J'ai choisi de vous faire confiance. J'aurais pu me tromper, ça aurait pu me retomber dessus. Mais voilà, donc le film, finalement, dans l'usine, s'est joué aussi avec cette petite marge de liberté que la chargée de communication s'est accordée. Oui,
c'est un point réellement, je crois, important, parce que, en réalité, l'univers de l'usine, de manière générale, est un univers dissimulé, en fait. C'est pas un endroit où on entre, les usines, pas du tout. Ça, je le sais parce que j'ai été militant, moi, à la porte des usines, à la porte. Et même à la porte, c'était pas toujours facile de rester à la porte. Et j'ai organisé des réunions avec des ouvriers, donc j'avais quand même une espèce de familiarité préalable par rapport à ce film. Mais c'est vraiment important que vous disiez que ce que vous avez dit sur le fait que vous avez conquis d'abord une espèce de présence, de familiarité, de dialogue, en quelque sorte, avec l'intériorité de l'usine, avant, en quelque sorte, de la saisir, de la filmer. Et ça, je pense qu'on le sent dans le film. Il y a une espèce de manière du film de nous accoutumer au lieu. Au fond, au bout d'un certain temps, on la connaît, cette usine. Elle cesse d'être une extériorité un peu monstrueuse. Il y a quantité de plans qui la parcourent, comme ça, qui en montrent l'espace, les configurations, les différentes places. Et c'est très impressionnant de voir le dernier plan où on la voit du dehors, tout d'un coup. Y compris en tant que spectateur, c'est comme si tout d'un coup on en était chassé. Parce qu'on était habitué à être à l'intérieur, puis on voit ça, cette porte avec marqué Citroën, etc. On se retrouve dans la rue comme si on avait été chassé, malgré tout, de ce qui était au départ l'enfer. Je ne dirais pas que c'est devenu le paradis, pas du tout, mais enfin c'est quand même une espèce d'expulsion à la fin, comme ça. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis à la fin ce plan de l'extérieur. Et puis, ce qui me frappe, alors en tant que philosophe, c'est qu'au fond, ce film, c'est une méditation à sa manière sur le rapport entre l'abstraction et la vie. Il y a quelque chose comme ça. Parce que ce que vous montrez du travail productif, c'est, vous l'avez d'ailleurs rappelé ici, son abstraction finalement, son côté machinique au sens fort. Là, comme il s'agit en plus des pièces, on ne verra pas de voiture, on ne verra pas l'objet, on ne verra pas l'objet de consommation. On voit des morceaux ininterprétables, parce que nous ne savons pas et nous ne pouvons pas exactement comprendre où va aller tout ce monstrueux tas de pièces, comment il va être réarticulé et donner un objet qui est significatif. On voit d'un bout à l'autre des choses qui, dans certaines voitures, n'ont pas de sens. C'est pour ça qu'elles sont totalement abstraites. Et que ça, c'est un côté du film très important, de montrer cette abstraction sous ses différentes formes, dans comment elle est construite, comment elle est faite, et puis à travers les entretiens, à travers le filmage lui-même, à travers la capture des corps, des visages, des paroles, de montrer que, à la fin des fins, cette abstraction est quand même animée ou rendue possible par des gens vivants, par la vie. Et donc le film médite en réalité centralement sur ce point. Comment se fait-il que dans cet univers, qui est un univers d'abstraction matérielle totale, et où d'une certaine façon une partie même de la production est remplacée par les machines, parce que vous montrez beaucoup les robots, de temps en temps ce sont des images de science-fiction ces robots, parce qu'ils sont... Il y a quelques plans où vous les faites ressembler à des griffes de monstres qui saisissent comme ça les pièces. On se dit comme si des dinosaures finalement s'étaient installés dans l'usine. Et vous montrez bien cette relation difficile, complexe et variée, finalement très variée selon les différents personnages qui en parlent, entre les puissances de vie, exister, être quelqu'un, etc., d'un côté, et puis de l'autre, cette terrible abstraction qui, finalement, est aussi filmée attentivement comme un univers, en réalité, au stade où il en est, dépourvu de signification. Dépourvu de signification, parce que c'est pas la même chose d'une usine dont on verrait sortir des voitures, on dirait, bon, on fabrique des voitures, mais là, on fabrique des choses dont la destination nous est totalement inconnue et d'une certaine manière indifférente. Et donc il y a aussi
c'est un des aspects que vous voulez souligner, ce rapport entre l'intérêt que le film porte à représenter la conscience et la vie et la parole des ouvriers qui sont là. C'est le premier terme. Le deuxième terme, l'espace, le lieu dans lequel petit à petit nous entrons et même nous habitons en tant que spectateurs. Puis troisièmement, le non-sens, l'abstraction productive dont la signification nous échappe. Alors tout ça intéresse le philosophe parce que, au fond, autour de la question du sens, c'est-à-dire quel est le sens de tout ça? Alors, évidemment, on peut répondre, le sens, c'est qu'il faut fabriquer des bagnoles, et pour fabriquer une bagnole, il faut avoir des pièces, mais on voit très bien que, oui, mais ça ne donne pas du sens à la totalité complexe, vivante de l'ensemble des gens qui sont là, tout ça. Et vous montrez comment chacun essaie quand même, justement, de donner sens à ce non-sens d'une certaine manière. Et que la vie ouvrière va se déployer entre ceux qui réussissent à trouver une fissure comme ça dans la temporalité. La temporalité est fondamentale dans cette affaire. Le temps de gestes absolument similaires, etc., qui arrivent à quand même se saisir de cette temporalité, ceux qui y arrivent moins, et donc cet univers humain se reconstitue petit à petit dans sa complexité. Alors, c'est un peu, ma question est un peu la même, c'est-à-dire comment le cinéma, à votre avis, peut-il ainsi se saisir au fond, d'éléments contradictoires? C'est ça. Est-ce que du point de vue du cinéma, filmer les robots, filmer l'abstraction, filmer le lieu de cette abstraction, en un certain sens filmer le non-sens, la répétition indéfinie de la même chose, comment est-ce compatible avec ce contraire, en réalité, qui est la discussion sympathique, aisée, fraternelle, avec les ouvriers qui peuplent cette panoplie d'abstraction? C'est clair que cette dimension d'abstraction, c'est vraiment ce qui nous a touchés quand on est rentré dans ce lieu. On s'est tout de suite dit, bon, au-delà de l'esthétique, de l'architecture métallique, etc., et on s'est tout de suite rendu compte que on avait en face de nous le travail, le travail, la production, en tout cas dans sa plus pure abstraction, c'est-à-dire la matière première, ces bobines de tôle qui rentrent, l'outil, la pièce et l'homme. On s'est dit, c'est incroyable comme les forces en présence sont évidentes, quoi. Et voilà, si on avait flouté la marque PSA floquée dans le dos des ouvriers, enfin à part ceux qui ont l'habitude de la production industrielle automobile, mais je mets au défi quiconque de me dire que les petites pièces, si c'est pas plutôt celle de nos meubles Ikea, quoi. Voilà. Et donc on s'est dit, cette usine, Antoine dit combien elle est magnifique, mais pour nous elle était magnifique dans ce sens-là, c'est-à-dire que le travail, dans sa plus pure abstraction, était présent sous nos yeux, et on n'avait qu'à s'en saisir cinématographiquement, quoi. Après, il y avait toute cette dimension extrêmement scénarisée, fictionnée du travail de la production qui nous intéressait et qui là était plutôt à certains moments très proche du travail de la création musicale et en même temps à certains autres endroits très éloignés. Donc comment à un moment donné les choses allaient de près ou de plus loin pouvoir dialoguer, raisonner ou entrer en contradiction. Donc après c'était tout le travail de montage, voilà, parce que donc on reste à peu près 2 ans dans cette usine. Freeze nous avait fixé une petite contrainte, mais qui finalement pour nous a été bénéfique, c'est qu'il nous a dit « je veux être le premier à engager la relation avec les ouvriers. Je ne voudrais pas que le film altère ma relation avec eux. » Donc il nous a en gros dit « vous ferez votre travail après le mien ». Donc on l'a laissé passer dans la relation avec les ouvriers et dans son travail dans l'usine. Nous on était derrière, on en a profité simplement pour rencontrer les gens, observer, etc.
Et nous n'avons tourné qu'au lendemain du dernier jour, du dernier concert. Voilà. Donc on a attendu que le concert et Nicolas Fries quittent l'usine pour nous tourner derrière. Donc ce qui nous a permis, mais de toute façon c'est notre manière de faire, c'est-à-dire de prendre le temps nécessaire, hein, sans qu'on l'ait prémédité, de rencontrer les gens, d'être là, de faire les journées de travail avec eux, du matin, de l'après-midi, de la nuit, etc. Simplement avec un carnet et de les rencontrer, jusqu'à ce qu'on sente que les gens commencent à nous regarder un peu de travers au bout de 2 ans en nous disant mais vous allez vraiment faire un film, et c'est là qu'on comprend qu'il faut qu'on passe à l'acte parce que voilà, les choses, il y a de l'impatience. Donc ce travail, et après c'est tout le travail qui est fait avec chacun. Donc on a tourné à peu près une quarantaine de, entre guillemets, portraits. On en a gardé qu'une petite quinzaine. On a proposé à toute la hiérarchie de l'usine de participer au film. Même le directeur a accepté de tourner. Il n'y a pas de manager parce que on s'est rendu compte qu'en gros, dans le travail, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui parlent, celles et ceux que vous avez entendus, et puis il y a ceux qui sont parlés, c'est-à-dire ceux qui sont dont la fonction, dont le discours a totalement envahi l'individu, qu'il n'y a plus de place pour la moindre subjectivité, il n'y a plus de place pour la moindre émotion individuelle. Donc les managers, c'était, voilà, ils nous ont servi la soupe managériale. Le directeur, si on l'avait mis dans le film, il nous en aurait voulu, je pense. Il nous aurait reproché de lui avoir fait du mal alors qu'on ne lui en voulait pas. Et voilà, il nous a servi le discours du capitaine de navire. Enfin, c'est la soupe ridicule et tellement entendue. Donc c'était pas ça. Donc on lui a dit désolé, on vous a pas entendu parler. On a entendu parler le manager, mais on n'a pas entendu parler François Krugli. Donc vous n'êtes pas dans le film. Voilà. Donc après, c'est tout ce travail de filmer la personne pendant une journée, de faire l'entretien avec elle dès le lendemain pour recueillir sa parole autour toujours de cette seule question, celle que je vous disais en présentation, c'est-à-dire comment tu fais le travail à ta manière, comment tu arrives à mettre de toi dans quelque chose qui peut être à certains endroits totalement déshumanisé. Voilà, et nous, ce qui nous a beaucoup étonné, surpris, touché, ému, c'est cette parole qui n'était pas du tout préparée, les gens n'avaient pas écrit, il n'y avait pas de questions, c'était un entretien très libre d'1 heure, d'1 heure et demie, et duquel les gens beaucoup sont sortis étonnés. Moi je me souviens de Oumou, cette jeune femme noire qui voit pas ses traces, et elle m'a dit mais j'ai jamais parlé de mon travail comme je viens de le faire avec vous. Donc ça a même été, je pense, l'expérience du film, au-delà de participer au tournage, etc. Je pense que ça a même été, d'un point de vue culturel, une expérience assez singulière pour eux d'aller chercher en eux des capacités comme ça d'expression, de mettre des mots sur des émotions qui les ont eux-mêmes surpris, vont nous surprendre nous. Oui, ça je crois que c'est un élément très important que vous dites là, parce que tout de même des films d'usine, j'en ai vu un certain nombre, des reportages d'usine. En réalité, la plupart du temps, soit ce sont des reportages au sens strict, c'est-à-dire tout de même plus ou moins encadrés par la direction au sens large, hein, qui fait office de fonction de guide. Ou bien c'est des reportages sur des usines en situation de grève. Il y en a eu pas mal, je pense à 2 comme ça qui me viennent à l'esprit, Oser lutter, oser vaincre, sur Renault, et puis La reprise dans les usines Vondaire, qui est un film que j'aime bien, c'est un film de mai 68. Mais là c'est très original parce que c'est ni l'un ni l'autre, absolument. Même si, en effet, la direction, c'est pas mon style, c'est pas une visite guidée de l'usine, pas du tout. C'est au contraire une lente tentative d'habitation d'usine, je l'appellerais comme ça,
l'habitation de l'usine qui fait que c'est tout sauf un passage. Vous dites que vous y êtes resté 2 ans, ça c'est ça le fond de l'affaire aussi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous avez habité cette usine avec votre art de cinéaste, et cette habitation d'usine, je crois que c'est une chose vraiment rare. C'est pour ça que vous avez eu des gens qui vous ont parlé et qui n'avaient pas l'habitude de le faire. Et c'est aussi que vous faisiez quelque chose dont l'habitude n'existe guère, ou même n'existe pas. Et c'est, je crois, cette temporalité très particulière qui vous a permis de faire comme ça un film qui sort de l'ordinaire véritablement sur ce que c'est que l'usine. Et je me disais que finalement, quelque chose de cette catégorie du cinéma dont nous parlions au début, dont j'essayais de parler au début, à savoir qui est le documentaire au-delà du documentaire, enfin le documentaire mais qui finit par dire quelque chose, par saisir quelque chose de ce qu'on pourrait appeler la poétique humaine de la situation, confrontée à l'abstraction, qui est elle-même filmée très attentivement. Je me demandais tout d'un coup si c'est l'exploration d'un lieu où il y a justement abstraction et humanité, voilà. Et je me demandais si finalement une condition, si on n'a pas inventé là qu'une condition pour rendre raison de ce lieu est du côté du temps. Il y a espace et temps. C'est-à-dire l'espace de l'usine, son abstraction, son habitation requiert pour être saisi de partager la temporalité qui figure là. Et ça me frappe beaucoup vraiment comme principe cinématographique. Le temps que vous avez accordé à tout ça. J'en reviens à ce que vous dites du cinéma, quoi. Si on veut accéder à ce qui n'est pas forcément visible du premier regard, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à se débarrasser. Moi, je me souviens très bien, par exemple, quand on préparait Cheminot, donc on ne savait pas du tout le film qu'on allait faire, puisque le CE des Cheminots nous avait invités en résidence à faire un film. Ni eux ni nous ne savions quel film, donc on a passé 2 ans et demi, 3 ans à visiter des gares, des ateliers, des bureaux, à chercher l'idée du film, à chercher ce qu'on allait raconter. Et c'est quand on s'est rendu compte de ce basculement historique dont je parlais tout à l'heure, qu'on a su ce qu'on allait chercher avec le film, qu'on allait chercher à travailler le motif du lien, quoi, et du lien qui s'était fait et qui était en train de se déconstruire entre les métiers, entre la société et le train, etc. Et tant qu'on n'a pas et je me souviens quand on visitait, on faisait des photos de repérage, etc. Mais on a fait des kilomètres de photos de ce que j'appelle un peu les images un peu caricaturales des lieux, quoi. Donc on filmait les herbes folles au travers des rails, enfin ce truc un peu la mythologie, quoi. Voilà. Et je pense qu'il faut pouvoir passer du temps pour aller voir au-delà du premier regard. Et je pense qu'il faut également du temps pour entrer dans l'intimité des individus, gagner leur confiance, partager quelque chose. C'est partager l'idée du film, partager le projet du film. Et puis à un moment donné, pouvoir se mettre face à face dans un bureau et se mettre à se confier un petit peu, quoi. Voilà. Et c'est vrai que, on leur expliquait qu'on ne fait pas un reportage pour la télé, quoi. On ne va pas venir, filmer, partir, etc. Allant même, pour nous, le temps, il allait jusqu'à... donc le montage a duré 20 semaines, donc on a disparu de l'usine pendant 3 mois. Et on s'était même engagé à revenir dans l'usine pour que chaque personne puisse voir le montage, la partie qui la concernait, pour qu'on soit sûr que ensemble, elle et nous, que ce que l'on montrait d'elle et que ce qu'on lui faisait dire correspondait à ce qu'elle avait envie de laisser paraître, cet engagement-là. Voilà, donc on est revenu, on a passé du temps ensemble, et puis après ça a été aussi le temps de la diffusion du film, sur lequel on voulait aussi que les ouvriers nous accompagnent dans la mesure de leur disponibilité. Bon, là, ça a été un peu plus
plus difficile, on a été un peu naïf, mais pour des raisons de temps, d'ailleurs, de disponibilité. Oui, pour nous, la question du temps, elle est essentielle. On fait du cinéma partant de ce principe-là, c'est qu'on va s'installer et partager quelque chose, et ça ne peut se jouer que par le temps qu'on passe, notre présence. Et oui, mais justement, on peut remarquer ça qui est très paradoxal et très frappant en même temps, c'est que un film, c'est fait d'images, largement, pas seulement, mais c'est d'images, de son, c'est fait d'images. Et en réalité, tel que vous le concevez, et tel qu'il peut être dans sa force, c'est le but est de produire des images qui, précisément, aillent de l'image au réel, et non pas s'arrêtent sur l'image. Et le temps, c'est ça. Le temps, c'est la nécessité de construire des images, à la fin des fins, de les monter, de les organiser, de les reprendre, mais de telle sorte que ces images nous débarrassent de l'imagerie. C'est-à-dire, au fond, vous vouliez lutter contre l'imagerie de la production industrielle au sens le plus abstrait du terme, et vous voulez lutter contre l'imagerie à l'aide d'images, et pour passer de l'imagerie à l'image, c'est exactement ce que vous venez de dire, il faut du temps. Il faut un temps pour trouver le chemin qui conduit de l'imagerie, c'est-à-dire de la convention, du reportage au sens strict du terme, jusqu'à cette image qui va témoigner quand même du réel, qui n'était pas immédiatement visible, mais au contraire caché par l'imagerie. Et c'est ça, c'est au fond, c'est un cinéma profond, parce que c'est un cinéma dans lequel l'image est conduite par une méfiance de l'image, quoi. C'est créer l'image qui est le résultat aussi d'une certaine méfiance par rapport à l'imagerie elle-même, et donc une image que le temps, et là aussi, pas seulement le temps, mais le temps de la fraternité, le temps de la présence réelle, le temps du dialogue, va dépouiller l'image de ce qu'elle pouvait avoir, au fond, d'imaginaire, justement, et de trouver qu'est-ce que c'est qu'une image réelle. Alors il y a l'image et puis il y a le récit aussi, parce oui. que pour nous, sur la question du travail, il nous semble que la question d'autres récits, d'imposer d'autres récits face à ce qu'on peut considérer comme, enfin en tout cas ce que nous considérons comme une fiction totalitaire, c'est la fiction du management, quoi. Tellement totalitaire qu'elle ne veut surtout pas que d'autres récits puissent exister, puissent se développer. Donc il faut absolument couper court à tout ce qui pourrait constituer des contre-récits. Voilà, notre travail, en tout cas, nous semble-t-il, c'est de pouvoir faire émerger que d'autres histoires sont possibles face à cette... nous, on a toujours considéré depuis que s'il y a bien une zone de non-droit dans notre société, c'est pas les banlieues comme on nous bassine les oreilles avec, mais c'est bien le monde du travail, dans lequel aujourd'hui il est plus possible d'entrer, de faire des images. Voilà, le monde du travail est un monde absolument sous contrôle. Et comment nous, artistes, on a réussi avec Cheminot parce qu'il y avait un comité d'entreprise assez offensif sur le plan culturel qui invitait des artistes dans l'univers du travail. Mais bon, voilà, les choses changent malheureusement. Là, on arrive à rentrer en se cachant un petit peu derrière un autre artiste, un peu plus... un concert de musique, c'est pas peut-être a priori pas aussi nocif du point de vue de la direction de la com qu'un film. Et avec quand même une complicité interne de la personnelle qui n'a pas appliqué... Et avec une chargée de communication qui se permet de prendre des libertés par rapport à son standard de travail. Mais voilà, pour nous, la question de la fiction, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la fiction et le réel, c'est fondamentalement une question qui traverse le monde du travail. La fiction étant du côté du management, qui est d'une force ravageuse, et comment aujourd'hui, dans le monde du travail, faire émerger
des contre-récits. Mais ce qui est très, très intéressant et probablement demande en effet, comme vous dites là, des inventions plus singulières, c'est que il y a aussi d'autres traditions qui est en quelque sorte de défaire le récit totalitaire du management par l'épopée de la lutte. Hein. C'est une autre figure, ça. C'est-à-dire les films qui sont des films qui saisissent l'existence ouvrière, non pas dans le travail, à vrai dire, mais dans son interruption, dans le moment où les ouvriers se soulèvent contre les conditions de leur travail et où on a des films avec aussi des entretiens, mais qui sont portés par l'exception de la situation. Mais là, vous entrez dans la situation normale, pas dans la situation exceptionnelle. Et c'est plus difficile et à certains égards plus profond, à mon avis. Mais il a fallu qu'on affronte aussi cette autre fiction-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, dans Cheminot, on ne filme pas de grève, il n'y a pas de drapeau. Dans ces postes de travail, les syndicats ne sont pas présents. D'une certaine manière, vous faites passer l'usine comme finalement le lieu de... Voilà, les gens ne se plaignent pas, les gens ne revendiquent pas, les gens ne sont pas en grève, etc. Donc il a fallu aussi qu'on... Mais oui, vous avez travaillé entre la fiction du management et celle de l'insurrection, finalement. Mais justement, je pense que c'est... Je vous dis qu'à mes yeux, c'est l'intérêt du film. C'est l'intérêt du film parce qu'il annonce qu'il est cela. C'est pas... Vous ne prenez pas position... vous ne prenez pas position sur une négation quelconque de la possibilité de la révolte ouvrière, etc. Donc, c'est une accusation mal fondée, si on vous l'a faite, et on vous l'a sûrement faite. Mais vous voulez vous écarter des imageries. Après tout, le rapport au monde ouvrier qui le saisirait uniquement du point de vue des drapeaux rouges et des assemblées de grève est aussi une imagerie. C'est une imagerie glorieuse, c'est une imagerie qui nous touche, c'est une imagerie sympathique. Celle du management est glacée et sinistre. Okay. Donc ces deux imageries ne sont pas du tout au même niveau. Et vous voulez saisir la figure ouvrière dans sa variété telle qu'elle est, si je puis dire, dans l'essentiel de son existence, dans l'existence de son temps. Et je vous ai gré quand même de tenir ce projet comme projet très difficile, en vérité, à mon avis, et d'y réussir de telle sorte que c'est comme si on avait réussi à faire une excellente enquête sur le monde ouvrier dans sa réalité effective, hors de toute imagerie, et donc du point de vue de ce qui, pour l'écrasante majorité du temps ouvrier, en constitue le réel quand même. Après ou avant, on peut imaginer que se passe autre chose, et d'ailleurs là, on pourrait retrouver des traces. On pourrait, dans les personnages que vous montrez, deviner celui qui a supposé qu'il y a un mouvement serait plutôt à la tête du mouvement et ceux qui seraient plutôt à la queue. On voit bien dans les portraits que vous faites, on pourrait deviner cela. D'autant qu'il y a des militants syndicaux dans Exactement. Mais ce que je pense, c'est que cette traversée a pour loi de ne pas être celle de la reproduction d'une imagerie, et qu'il est injuste de lui demander autre chose. Ce que vous voulez faire, c'est, vous servant aussi de la métaphore de la création musicale, ce que vous voulez faire, c'est montrer que là est un lieu tel que vous le décrivez comme rapport de la vie et de l'abstraction. Et ça, ce rapport de la vie et de l'abstraction, c'est quand même la vie ouvrière dans sa continuité effective. Et arriver à le saisir filmiquement, c'est à mon avis, tout à fait original. Il y a peut-être des questions dans le public. Après la lutte contre l'imagerie, c'est peut-être parce qu'on a des pères, Sébastien et moi, militants politiques ou syndicaux, donc on a peut-être voulu... Vous avez voulu vous débarrasser du père. Certainement.
Et on avait eu la chance l'année dernière de recevoir Luc qui est venu travailler avec les étudiants une après-midi autour du film. Bon, je vais peut-être répéter juste 2-3 trucs qu'on avait eu l'occasion de se dire à ce moment-là, mais en tout cas, je partage tout à fait l'analyse là qui a été faite. Ça m'a fait penser ce que vous disiez justement sur rendre visible l'invisible, qui est une difficulté pour nous en tant que psychologue du travail, parce qu'en fait, on se rend compte que ce qu'on voit de l'activité, c'est pas forcément tout le réel de l'activité. Et là, c'est vraiment de ce point de vue, voilà, une force du film d'avoir réussi à recueillir ce discours-là. Et on sait que c'est très compliqué pour nous en tant que chercheurs, comme on avait pu te le dire l'année dernière, parce que en fait, sur des entretiens, on va dire semi-directifs un peu classiques, on n'arrive pas du tout à cette richesse-là, et on arrive très vite sur du prescrit, en fait, qui a un intérêt, mais qui n'est pas non plus forcément fondamentalement ce qu'on recherche. Et je pense que vous soulignez un point important dans la question. C'est absolument vrai qu'une entreprise de ce genre, dans lequel vous ne faites pas que passer, même si finalement vous partez, une entreprise de ce genre, moi j'en ai un peu l'expérience à une autre échelle, c'est-à-dire la possibilité à un moment donné de faire en sorte que les ouvriers disent des choses et se disent à eux-mêmes des choses qui ne se sont pas dites antérieurement. Cette possibilité est tout à fait réelle, par contre. Elle est tout à fait réelle. Que les choses n'aient pas de conséquences sur l'organisation générale de l'usine, ça c'est d'autant plus probable que, comme vous le dites, il faut quand même voir que tout ça est dans un contexte de désindustrialisation massive de ce type d'usine, qui ou bien disparaissent, ou bien en fait sont externalisées, sont transportées dans des endroits où la main-d'œuvre coûte moins cher en réalité. Et que, effectivement, moi-même, connaissant un peu l'univers, j'étais assez surpris de découvrir en réalité enfin, je savais qu'il y avait une usine Citroën à Saint-Ouen, mais de découvrir sa subsistance, tout simplement. Parce que, en réalité, tout ce qui était ce type d'industrie dans la grande banlieue parisienne a été démantelé pratiquement dans les 10 dernières années de façon systématique. Mais que chacun des personnages qui est là ait trouvé moyen de dire et par conséquent de penser des choses qu'il ne pensait pas, est après tout une transformation par soi-même, même si elle n'a pas immédiatement de signification collective ou d'impact sur le développement de l'usine. Et ça confirme ce que je pense, c'est qu'il n'est jamais vain ou inutile de pénétrer dans ces univers clos et défendus et codés, extérieurement codés, que sont les lieux de production, et que l'intervention de quelque chose d'extérieur, mais qui va accepter d'être proche de l'intérieur ou de témoigner de l'intérieur, est une activité intéressante et forte par elle-même, parce qu'elle a des transformations dont on ne connaît pas forcément le détail, mais elle est transformatrice, elle est toujours transformatrice. Moi, j'en ai fait l'expérience à échelle tout à fait différente dans l'époque où l'action politique en direction de ces usines était très active, et j'ai toujours pu mesurer, y compris à travers des ouvriers que j'ai revus après, dont l'usine avait fermé, qui étaient ailleurs, etc. Et je me souvenais malgré tout de cela comme d'un moment de conscience particulière concernant leur existence, et je suis persuadé que c'est le cas de ces admirables personnages qu'on voit passer dans le film, de ces femmes et de ces hommes qui ont des choses fortes et intéressantes à dire et qui, là, les disent. Et ce qui a été dit, et je pense que quand même, il faut aussi envisager de façon optimiste que peut-être l'usine va disparaître, peut-être a-t-elle menacée, ça je le crois tout à fait, puisque c'est le cas de toutes les autres, mais la mémoire, le souvenir de ce qui s'est passé là existe certainement avec une certaine force chez les ouvriers, ça j'en suis persuadé. Sur cette question de la mémoire, c'est clair que voilà, pour nous, c'est aussi, on a le sentiment d'avoir fait un travail d'archives. C'est pour ça, notamment, on l'avait fait avec
avec les réquisitions de Marseille, où on avait demandé à ce que tous les rushs soient déposés aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, pour que voilà, tout le travail de recueil, de témoignages qu'on avait pu faire avec le film puisse servir à la mémoire collective. Avec Cheminot, pareil, on a déposé l'ensemble des rushs aux archives du monde du travail à Roubaix. Et là, on est en train de faire de même avec les rushs de C'est quoi ce travail sur la partie du travail industriel. Par rapport à la question que tu posais, Christophe, c'est vrai que nous, ce qu'on imaginait aussi, c'était peut-être qu'à un moment donné, avec le management de l'usine, on ait une projection du film et qu'on puisse discuter. Voilà, comment eux, en tant que manager, ils entendaient cette parole. Bon, là, je pense que là aussi, on a été très naïfs. Le directeur est parti une année après. Je ne pense pas qu'il soit parti de Saint-Ouen à cause du film. Mais tout ça aussi pour dire qu'à un moment donné, on a vraiment le sentiment d'être sur quelque chose de... J'en reviens à cette question de la fiction et du réel, dans un management qui est à la fois très présent, mais aussi totalement hors sol, quoi, un truc à ma prise sur le... Enfin, je sais pas, voilà, cette question de visionner le film ensemble, de nous recevoir, de nous écouter avant de partir, on aurait pu imaginer que leur conscience professionnelle aille dans ce sens-là. Ben non, même pas, on est passé là comme s'il ne s'était rien passé, quoi. Oui, oui, mais je pense que, vous l'avez dit d'ailleurs, dans la situation de notre société, il faut quand même bien voir que les lieux populaires fondamentaux sont des lieux qui, en réalité, sont rendus invisibles pour ceux qui n'y sont pas. Parce que c'est vrai des usines, mais c'est vrai des grandes cités populaires tout pareil. Au fond, elles sont présentées à l'extérieur à travers de véritables légendes, qui sont en général dans les cités des légendes noires, et en ce qui concerne les usines, des légendes d'invisibilité pure et simple, des séquestrations. L'intérieur des usines n'est pas beaucoup plus connu que l'intérieur détaillé des prisons, peut-être même moins, finalement. Et donc, moi, je pense que trouver les moyens de créer une visibilité de cela, comme tout de même le film le réalise, c'est un acte positif. C'est une chose importante. Et plus de gens voient ce film, plus de gens touchent quelque chose de ce que c'est qu'une usine aujourd'hui, qui n'est nullement évident pour eux. Sauf si, naturellement, ils appartiennent au monde ouvrier. Donc je pense que la mise en visibilité de ce que la société cherche à rendre invisible et travestie en général par des légendes, par une imagerie fallacieuse, c'est tout de même un geste politique au sens large. Voilà. Ça ne vise pas évidemment la transformation de la situation, mais ça fait circuler quand même un point de réel sur ces lieux. Je crois que c'est une étape utile et qui va contre quand même ce dont vous parliez au départ, c'est-à-dire qui va contre la mise en invisibilité véritablement, voire la dissimulation sous des légendes polémiques, en fait, de quantité des lieux fondamentaux populaires, qu'il s'agisse des foyers de travailleurs migrants, qu'il s'agisse des terribles banlieues, qu'il s'agisse des usines, tout cela qui constitue quand même un ensemble populaire massif est quand même l'objet d'une dissimulation permanente. Et le travail de révélation que le cinéma peut accomplir avec une particulière intensité, comme vous le montrez, c'est un travail de révélation que je crois tout à fait indispensable et positif. Le micro, vous êtes à nouveau ouvert. Oui. Que le premier sentiment que j'ai, c'est la sensation d'un appel à la révolution d'une certaine manière, mais pas la révolution sanitaire, à la révolution humaine. Voilà.
le paradoxe que vous présentez entre le monde ouvrier où la seule possibilité de l'ouvrier de supporter l'insoutenable, c'est de donner des sens divers et différents aux tâches qu'il doit accomplir. En parallèle, vous montrez l'artiste qui, lui, va au départ a la possibilité de donner du sens dès le départ à ce qu'il va faire, et ensuite va reconstruire à partir des éléments auxquels l'ouvrier qui subit n'a pas la possibilité de faire. Et cet appel, je le ressens très fortement, mais il me pose une question fondamentale pour moi, à savoir comment se fait-il que le monde intellectuel, même si je peux mettre entre parenthèses ça, ne s'empare pas aussi fortement que ce que vous le faites dans votre film pour présenter l'absurdité du productivisme, à savoir cette dimension extrêmement inhumaine. Et par là se pose le problème pour moi de savoir si un jour il y a espoir, parce que j'ai à la fois l'espoir et à la fois le désespoir que votre film inspire, à savoir que ce système qui est mis en place, le productivisme, a toujours un temps d'avance. Et comment faire pour rattraper le temps qui s'est déjà passé, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on sait très bien que l'industrialisation est en perte et que d'autres formes d'aliénation du travail de l'homme se mettent en place. Voilà. Est-ce que j'ai été clair dans ma question ou pas à la fois un appel et à la fois un désespoir. Comment on redonnait ce... Déjà, avoir tout à l'heure un peu répondu à votre question, il nous semble qu'il faut essayer, nous on n'est pas là forcément pour, voilà, sur la question du travail, d'en rajouter dans la chronique du désastre, quoi. Je pense qu'il faut, sans être non plus naïf, mais peut-être aller chercher au-delà des imageries, voilà, des grandes imageries, aller chercher quelque chose qui ne se voit pas forcément du premier regard, et puis d'essayer de poser et de faire partager voilà, ce que nous, on se donne les moyens de pouvoir observer. Après, bon, c'est vrai que c'est peut-être pas majoritaire, mais il y a quand même, j'ai l'impression, que ce soit, comme vous le dites, dans le monde intellectuel ou dans le monde de la création, des gens qui s'intéressent à ces questions-là, ils sont bien mieux que nous, dans la littérature, enfin, c'est pas, le monde du travail a quand même été traversé de nombreux regards et de nombreux récits politiques, littéraires, théâtraux, la photographie. Enfin, voilà, on n'est pas les premiers, heureusement, à s'intéresser à cette question-là. Après, oui, c'est comment à un moment donné, face à cette machine de guerre qu'il y a en face, qui est la communication du management, quoi. Ils ont quand même une force de frappe qui est on ne peut plus importante que la nôtre. Nous, notre film, il a dû faire 5000 entrées. Le DVD est en vente à la caisse. Voilà, donc c'est clair que, je sais pas, je pense qu'il faut... Après, voilà, il faut qu'on continue. Je pense qu'il y a aussi, vous l'abordiez tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi sans doute, nous on est assez désespérés que des forces qui autrefois avaient la capacité de tisser des liens avec le monde de la culture, avec le monde de la création artistique, et malheureusement du fait d'une faiblesse qui ne va que s'accentuant, et déserter un peu ce champ-là, c'est le monde syndical, quoi. Je pense que si nous, en tant qu'artistes, on continuait à... Nous, on pourra s'intéresser à la question du travail qu'en filmant le travail. Et on veut filmer le travail en train de se faire. Donc pour en filmer le travail en train de se faire, il faut qu'on rentre. Nous, la question principale, c'est comment on arrive à rentrer. Et il nous semble que, voilà... Il y a certainement de nouvelles alliances à imaginer avec notamment le monde syndical qui devrait se ressaisir de cette question de la culture dans l'entreprise, de la capacité des artistes
rentrer dans le monde du travail, chose qui est malheureusement aujourd'hui totalement oubliée, quoi. Donc il y a peut-être des choses à réinventer de ce côté-là. Oui, moi, je voulais ajouter simplement que par des exemples. Forme primitive. Alors, ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, c'est que leur position ou leur absence de contrôle par rapport à la source de production, et que pas sur sa nécessité intrinsèque, sur le profit qu'il utilise. Alors, en fin de compte, la question que vous posez, c'est quand même c'est la question de la faiblesse de la conscience politique dans le monde intellectuel. Et je crois que c'est une question tout à fait réelle que effectivement, nous n'allons pas résoudre ici en transformant cette assemblée en une réunion constitutive, mais dont il faut accepter de penser que quelque chose comme ce film en est un élément, fût-il un élément restreint, qui ne donne pas de solution, etc. Parce que, et j'insiste sur ce point, cette relation entre la vie et l'abstraction, et cette comparaison avec ce qui pourrait être une œuvre et qui n'en est pas une, donnée par la musique, qui, elle, est une œuvre. C'est pour ça d'ailleurs que le film se termine quand même par le concert. Le film, lui, se termine par cet élément d'espoir tout à fait hétérogène à la production qu'est le concert. Et les plans sont très beaux, parce qu'on voit une espèce d'attention singulière des spectateurs devant cette œuvre qui doit être très étonnante pour eux, malgré tout, du point de vue de son style contemporain, etc. Mais on voit une captation de leur intérêt. Et ça, c'est quand même une promesse quant au rapport possible entre le monde ouvrier et l'œuvre, c'est-à-dire une promesse quant au fait que peut-être cette abstraction terrorisante du travail n'est qu'une figure elle-même abstraite, une figure qui elle-même peut être appelée à dépérir. Donc je pense quand même que, je reviens à ce point, c'est un geste politique en ce sens-là, le film. On peut l'accueillir comme ça. Alors, si on veut davantage, il faut le demander au-delà du film, naturellement. Vous parliez du concert
du film qui se termine pas tout à fait sur le concert. Non, il se termine Puisqu'il y a puis il y a la séquence à laquelle nous on tient beaucoup, qui est cette séquence où ce réparateur commence sa journée, puisqu'en fait il débute sa journée comme ça, par ce repérage des lieux. Et l'idée c'était qu'est-ce qui peut rester justement au lendemain du concert, alors que le concert s'est terminé, que les musiciens sont partis, que Nicolas Frise a quitté l'usine, qu'est-ce qu'il reste de tout ça finalement? Et on avait filmé ce début de journée j'oublie son prénom. Et il nous semblait que voilà, peut-être restait-il quelques notes de musique dans les oreilles de certains ouvriers, et pour nous emmener effectivement jusqu'à la sortie. On avait commencé cheminot avec l'entrée du train en gare de La Ciotat avec les frères Lumière. On voulait finir avec la sortie des usines. Mais le concert, il avait aussi cette importance voilà, de montrer effectivement un autre travail, qui était le travail des spectateurs du concert, qui devait pour nous aussi vous renvoyer à votre propre travail de spectateur du film, de déconstruire ce que les artistes avaient construit pour vous l'approprier et le reformuler. Mais pour nous aussi, il y avait un geste effectivement politique dans le concert, et un plan qui est extrêmement important pour nous. C'est ce rideau qui s'ouvre à un moment donné et la société qui rentre. Voilà, pour nous, ce geste culturel très fort que réussit Nicolas Frise. Après, on peut aimer la musique contemporaine ou ne pas l'aimer, mais ce geste politique fort que nous, on a voulu attraper cinématographiquement, c'est-à-dire ce rideau qui s'ouvre et la société qui rentre dans le lieu du travail grâce à la création artistique, voilà. Et que c'est la société, c'est pas uniquement les familles des ouvriers, c'est vraiment le public de Saint-Ouen, le public de Frise, les familles des ouvriers. Voilà, l'usine est occupée par une autre force que la force qui occupe traditionnellement les lieux, c'est-à-dire le management. Voilà, donc sur le concert, il y avait pour nous aussi cette la volonté de le décrire de cette manière-là aussi. C'est vraiment quelque chose de tout à fait singulier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en effet, du point de vue du repérage cinématographique, enfin, de l'art du cinéma proprement dit, c'est quelque chose qui va au-delà de toute forme de tradition documentaire, parce que en réalité, ça se donne le temps, justement, de n'être ni dans la figure du reportage, ni dans la figure de l'imagerie constituée, mais ça se donne le temps de toucher le réel de ce dont il s'agit. Troisièmement, que ce réel, finalement, c'est effectivement le rapport entre œuvre réelle et abstraction productive, sujet tout à fait capital, et de portée politique considérable, parce que en la matière, ce qu'on pourrait avoir comme représentation stratégique, c'est que tout travail soit une œuvre, et que donc l'abstraction disparaisse, que l'abstraction qui est liée en fin de compte à la subordination du travail au profit disparaisse. Et le film suggère ça par son montage avec la réalité d'une œuvre, et que pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut que nous ayons en charge de populariser ce film, de le faire connaître, de savoir s'il y a un DVD quelque part, ou s'il y en aura un jour. À l'accueil. À l'accueil. Voilà, et d'en faire réellement le plus grand usage. Et qu'en faisant le plus grand usage, nous répondrons en partie à la question qui a été posée tout à l'heure et qui est une vieille question, la question que faire.